Hello hello! Bienvenue sur Famille et Voyage, le podcast. Je suis Stéphanie, maman de deux nados de 14 et 18 ans et complètement accro au voyage. Si vous cherchez une nouvelle destination pour vos prochaines vacances, si vous vous titillez pour un voyage au long cours, abonnez-vous! Les carnets de voyage de mes invités vont vous emmener aux quatre coins de la planète. Dans ce podcast, on va parler itinéraire à pied, à vélo, en voiture, en camping-car, tour du monde et même expatriation. Les parents voyageurs vous raconteront leurs activités avec les enfants, les bonnes adresses pour goûter les spécialités du coin, les galères à éviter et vous donneront une idée de budget. Je partirai également sur les routes pour vous proposer des reportages entre récits, témoignages et interviews. Le podcast est disponible sur le blog familleetvoyage.com, sur toutes les plateformes d'écoute et sur la web radio Allô la planète. On se retrouve aussi sur Instagram à Famille et Voyage avec un S_blog. Si vous aimez écouter ce podcast, c'est le bon moment pour me le dire et me soutenir en laissant un joli commentaire ou une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Je sais que tous les podcasteurs vous le demandent et qu'on finit par ne plus l'entendre, mais pour les indépendants comme moi, c'est vraiment la récompense pour tout ce travail fait maison. Alors merci à tous ceux qui l'ont déjà fait et pour les autres, je compte sur vous. Allez hop, nouvelle conversation. Quand mon 18 ans, qui est en terminale, m'a annoncé qu'il voulait faire une école de commerce post-bac, ça m'a fait sourire. Bah oui, c'est ce que j'ai fait à son âge. Je lui ai bien sûr proposé de l'accompagner, non pas avec mes souvenirs bien trop lointains, mais avec une préparation au concours. Bon, là, vous vous dites que vous êtes trompé de podcast, mais non, vous écoutez bien un épisode de Galère ton voyage. Restez avec moi, vous allez comprendre. Donc j'ai cherché une prépa au concours. L'une d'entre elles s'est vite démarquée par ses résultats, hors l'homme. Il se trouve en plus que la fille d'une de mes amies l'avait faite en 2019. Je me souviens que ça avait été hyper intense, mais qu'elle a été admise dans plusieurs écoles, dont celle qu'elle voulait. Orlom est un institut privé de préparation au concours. Il a été fondé par Franck Atlan en 2006 et a accompagné avec succès des centaines, que dis-je, des milliers de lycéens et d'étudiants. Et c'est aussi le premier BTS de France. Et si je faisais un épisode Galère ton voyage spécial Parcoursup? Parce qu'on peut dire que tous les élèves de terminale sont en route pour une nouvelle aventure, et que c'est le genre de voyage loin du long fleuve tranquille. Alors avoir les conseils de Franck, je me suis dit que ça pourrait vous intéresser. Allez, c'est parti pour Galère ton voyage, spécial Parcoursup, avec Franck. Hello Franck! Salut Stéphanie! Comment ça va? Très bien. Est-ce que pour se mettre dans l'ambiance, tu peux nous dire qui tu es et nous présenter ton parcours? Alors moi je suis Franck Atlan, je suis né en 1977, j'ai 46 ans et j'ai grandi en banlieue parisienne, j'ai été au lycée, j'ai fait une terminale scientifique et après j'ai fait une prépa HEC pour intégrer ensuite l'ESSEC où j'ai une spécialisation en stratégie marketing et j'ai fait aussi la chaire LVMH, ce qui m'a conduit à avoir un début de carrière en cosmétique que j'ai adoré. Mais j'ai fini par créer Orlom en 2006 parce que j'avais toujours combiné l'enseignement et les cosmétiques, c'est mes deux passions. Rien à voir. Rien à voir, mais comme quoi on peut c'est ça. Dans la vie avoir plusieurs passions. C'est, je pense, le charme des études en business. Et c'est vrai que j'ai finalement choisi la voie de l'enseignement parce que j'adore transmettre et que j'ai envie de mener des combats aujourd'hui dans l'éducation qui me tiennent à cœur. L'idée de cet épisode, c'est vraiment de donner des clés aux parents qui, comme moi, se retrouvent cette année, dans cette belle année de terminale avec Parcoursup qui a commencé aujourd'hui d'ailleurs. Oui. C'était l'ouverture. Pas comment on remplit la plateforme parce que ça, globalement, c'est assez simple. Et c'est bien expliqué. Et c'est plutôt bien expliqué. Et puis il y a plein de tips et les lycées font plutôt ça bien aussi. L'idée, c'est plutôt d'expliquer en fait ce qu'on va mettre dedans, comment on fait ses choix. Et pour être quelqu'un qui pensait être un tout petit peu informé, pas tant que ça en fait. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, déjà, c'est de rassurer les parents qu'il y a plein de possibilités et qu'on peut faire beaucoup de choses même si on n'a pas son premier choix. Mais tout ça réside dans le fait d'avoir bien choisi avant. Et c'est très différent de quand nous, on était en terminale. Oui, nous, les choix étaient beaucoup plus... il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Bon, déjà, je pense qu'il y a quand même il y a plusieurs choses à dire. Déjà, je pense qu'il faut quand même saluer le travail qui est fait par Parcoursup. On est quand même arrivé, je trouve, à une plateforme qui est extrêmement bien constituée. Donc, bravo à tous ceux qui travaillent dessus parce qu'on a quand même une information qui est quand même claire, c'est bien expliqué, il y a beaucoup de tutos. Ce qui n'était pas le cas au début. Non, ce qui n'était pas le cas au début, c'était rectifié très rapidement. Et je pense que pour une fois, on peut vraiment avoir un exemple de retour d'expérience qui ont été pris en compte. Donc, je trouve ça plutôt cool. Et je crois qu'on n'a plus trop vraiment de raison de se plaindre de la plateforme aujourd'hui. Après, c'est vrai que tu abordes un sujet important. C'est la diversité des parcours possibles lorsque l'on a son bac et qu'on souhaite avoir un bac+2, un bac+3, un bac+5.
Je pense qu'il y a un présupposé quand même de base. C'est effectivement l'idée de savoir où on va, pour savoir C'est quel chemin ça. emprunter. Oui. Et je crois que très souvent, on essaye de regarder sur Parcoursup l'offre de formation comme étant une fin en soi, parce que je me dis que c'est bien d'avoir une école de commerce, c'est bien d'avoir un BTS, c'est bien de faire une licence, comme si c'était une fin en soi, alors que ça ne reste qu'un moyen pour atteindre un objectif qui est lui beaucoup plus noble et ambitieux, qui est celui d'avoir un bon job dans un secteur qui nous plaît, dans une fonction qui nous plaît. Alors le problème, c'est que quand on a 16 ans, 17 ans, C'est pas 18 ans, parce que je facile. sais que tu as beaucoup d'auditeurs qui te suivent et qui ont des jeunes qui sont en troisième, en seconde, et je trouve que Mhm. c'est génial qu'ils commencent déjà à écouter ça aujourd'hui. L'idée, c'est que, en fait, la difficulté, c'est qu'on a du mal à se projeter Oui. dans un métier, parce que je crois que c'est très compliqué quand on a 17 ans, 18 ans, de savoir ce qu'est le marketing, la communication. Enfin, On n'en sait moi-même, je suis rien. encore en train de me demander ce qu'est le marketing aujourd'hui. Je veux Mais dire, oui, ça évolue tous alors les que je jours. l'ai étudié Mm. des années et que je le pratique au quotidien. Et très souvent, je crois que c'est le secteur souvent qui va aider l'étudiant à se projeter. Oui, parce qu'ils savent peut-être plus qu'ils ont envie d'être dans une boîte qui fait des sneakers que je vais être chef de produit dans une boîte C'est ça. plus tard. C'est ça. Parce que bon, c'est vrai que là qu'on parle du commerce, mais tu as quand même ces métiers à vocation, faut pas Mhm. l'oublier, qui sont quand même plutôt cool. Je veux dire, quand on sait qu'on veut être médecin, quand on sait qu'on veut être réalisateur, quand on sait Ouais, mais qu'on ça, c'est tellement bien quand on voilà, qu'on sait. veut être avocat parce qu'on a envie de défendre, on a envie de travailler dans le pénal, dans le public, enfin peu importe. Là, il y a plutôt des voies assez tracées. Et même là, je crois qu'il y a une réflexion aussi à conduire parce que, tu vois, typiquement, regarde, à Orlum, on a un BTS CJN, c'est pour faire du notariat. Ok. On pourrait croire qu'il y a une seule voie pour être notaire. Alors je dis pas que c'est facile après un BTS de devenir notaire, mais tu peux récupérer quand même une troisième année, tu peux récupérer après Et c'est l'université ça qu'on ne sait et pas. revenir en arrière. C'est ça qu'on n'a pas en tête, nous parents, qui n'avons pas vécu ça à l'époque où nous, on était en terminale. C'est ça. Donc c'est ça qu'on a besoin d'expliquer, parce que je t'ai déjà entendu en parler, et justement, ça m'a rassurée. Et je me dis, mais c'est ça que tout le monde doit savoir, en Mais fait. tu vois, moi j'ai un ami par exemple qui à l'époque n'avait pas été pris en droit. Donc il a fait, je crois, une école de commerce, il a fait ensuite de l'immobilier et il a repris des études quelques années après. Avec des équivalences, il a eu un master 2 en droit des affaires. Et ensuite, avec ça, il a pu repartir sur le métier d'avocat. Est-ce que ça a toujours été son but, ou est-ce Non, que... c'est qu'en fait, Voilà. je pense qu'il voulait faire du droit, point barre. Mhm. Et qu'on aurait pu imaginer qu'en ayant fait une école de commerce après le bac, finalement, bah ça y est, le droit c'est fini, Mhm. avocat, on ferme la porte, pas du tout. On peut y revenir. Et ce que je veux dire par là, en fait, c'est que, imaginons que même par malheur, je ne suis pas pris dans une très bonne fac de droit. On pourrait se dire, bah ça y est, c'est fini, c'est plié, je serai plus jamais avocat, je serai plus jamais juge ou magistrat. Pas du tout. On peut très bien imaginer repartir par autre chose. Alors tant qu'à faire, si on peut avoir une formation qui quand même qui touche de près ou de loin au droit, bah par exemple une école de commerce, c'est quand même du droit, Il y en alors, a. assez peu, mais il y en a quand même. On peut imaginer derrière reprendre des études à terme pour devenir avocat. Parce qu'il y a énormément d'équivalences, il y a des passerelles qui permettent d'y arriver. Et donc, il ne faut pas se mettre trop la pression déjà pour commencer. Difficile, ça, quand même. Hein. Non, c'est difficile, bien Mhm. entendu. Mais je crois qu'il y a toujours des plans B qui permettent après de revenir au plan A quelque part. Est-ce que tu peux nous rappeler brièvement les différents types de formations et justement les passerelles qui existent entre les unes et les autres? Oui, bien sûr. Alors, en fait, si on prend par exemple les métiers du commerce et du management, tu vas avoir un premier niveau d'études qui est le bac plus 2, qui est un niveau quand même qui est, je crois, assez peu, comment dire, investi par les parents, parce qu'on a l'impression que c'est quand même le b.a.-ba et on a l'impression que bon, bah, C'est pas il y a suffisant. mieux pour ces Oui. enfants, surtout que avec aujourd'hui l'espérance de vie qui augmente, avec la retraite, l'âge de la retraite qui augmente, on peut imaginer que le bac plus 2 c'est vraiment très faible. Or, ce bac plus 2 peut devenir une vraie passerelle, un vrai tremplin pour continuer. Et je crois que si on prend le cas du BTS, qui est finalement le seul diplôme aujourd'hui en France qui est encore au niveau bac plus 2, bah d'abord c'est un diplôme d'État, donc un Qui est diplôme reconnu, national d'État qui est reconnu, qui permet, en plus pour ceux qui souhaitent travailler dès l'âge de 18 ans ou de 19 ans, de faire de l'alternance. C'est la seule filière aujourd'hui post-bac où on peut commencer l'alternance. C'est bon de le Donc savoir. juste après le bac, parce que en gros, tu fais une école de commerce, tu fais une école d'ingénieur. L'alternance, tu peux la commencer uniquement avec plus 3, pas avant. Donc là, on va avoir des études qui sont très professionnalisantes, avec beaucoup d'alternance ou des stages. Et l'idée, c'est que derrière, après un bac plus 2, toutes les voies sont possibles. Donc tu peux très bien reprendre une licence professionnelle,
Comme tu peux reprendre une licence générale, c'est un beau dossier et que tu as eu des bonnes notes au BTS. Et après, une fois que tu es revenu dans le giron des universités, et bien derrière, tu peux passer en Master 1, Master 2 dans une école de commerce, Master 1, Master 2 dans une école de communication ou autre. Donc ça, c'est le niveau Bac+2 qui aujourd'hui t'offre deux possibilités. Ou bien tu vas bosser après ton Bac+2, et Dieu sait qu'il y a plein d'opportunités, et qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui mettent en place des programmes de montée en compétences, de formation en interne, notamment les grands groupes, qui permettent à ceux qui ont Bac+2 de commencer, certes avec un salaire assez faible, mais de suivre des formations en interne pour ensuite monter en compétences et devenir manager s'ils ont du talent. Ou alors, on se dit que le Bac+2 n'est pas suffisant. Mais là, on va faire ce qu'on appelle un choix, quand même, qui est un choix de cœur, parce qu'il n'y a aucune obligation à poursuivre. Mais si on poursuit, c'est vraiment parce que j'ai envie de poursuivre. Et on peut imaginer, par exemple, des élèves qui sont en BTS communication, qui tout d'un coup découvrent, pourquoi pas, la communication publique, donc la communication des ministres, des députés. Et là, ils vont aller chercher une 3e année dans une école spécialisée dans le droit public, dans les sciences politiques. Et alors qu'on vient de la communication, mais on va en faire de façon politique, publique. Et là, je trouve que ça devient intéressant parce qu'on partait d'un BTS communication finalement assez flou. Et là, on se recentre et ça devient des études choisies, assumées. Et il n'y a rien de mieux pour des élèves quelque part que d'avoir choisi sa voie de façon très éclairée et très investie finalement. Ça, c'est le Bac+2. Après, tu as des niveaux déjà de base, Bac+3. C'est-à-dire que tu vas tout de suite aller dans un cursus qui s'appelle Bac+3. Tu as le bachelor, bien sûr, qui est à le vent en poupe, parce que c'est un mix entre le Bac+5 qui peut un peu faire peur aux flemmards. Oh oui. Et les Bac+2, ils se disent bon, Bac+2, ça fait pas plaisir à maman. C'est ça. Donc il y a le bachelor qui peut rassurer. Moi, le bachelor, de toi à moi en 3 ans, je trouve que c'est un peu dommage. C'est pas mon choix préféré. Maintenant, ceux qui font ce choix-là, il y a aucun problème. Il peut y avoir de bonnes raisons. Bien entendu, il y a toujours de bonnes raisons. Mais je trouve que c'est dommage d'aller en bachelor parce que quelque part, cette 3e année, je trouve que c'est mieux quand elle est choisie après un Bac+2. C'est-à-dire que, quelque part, tous les bachelors aujourd'hui offrent la possibilité à ceux qui ont eu leur BTS d'aller faire la 3e année de bachelor. Commencer par le bachelor tout de suite, quelque part, c'est un peu se priver de pas mal d'opportunités. Mais bon, ça reste une possibilité. T'as le BUT, bien sûr, l'ancien DUT, qui est devenu BUT, le bachelor universitaire technologique, qui lui est sur 3 ans. Et c'est un peu le pendant du BTS, mais on va dire universitaire et sur 3 ans. Qui est un peu sélectif, non ? Qui est très, très compliqué à avoir. En fait, ce qu'il faut se dire à un moment donné, c'est que le public a un peu désinvesti quand même certaines filières. Mais c'est pas de leur faute. Enfin, c'est faute de place. Je veux dire, c'est compliqué. Quand on veut aujourd'hui ouvrir des BTS, c'est au détriment de classes préparatoires. T'as entendu ces histoires de classes prépa qui ferment. Là, ça a fait l'actualité. Bon, on parle de 4 classes, enfin, on se détend. Mais typiquement, il y a une de ces classes qui est remplacée par un BTS public. Parce que le BTS est dans les lycées. Oui. Et donc, si tu veux ouvrir des classes de BTS au détriment de classes de terminale, de seconde, de première, c'est au détriment de prépa HEC. Donc, c'est le privé derrière qui prend le relais. Et qu'est-ce qui reste finalement dans le public aujourd'hui ? Il reste les facs, bien sûr, les BUT, mais qui ont très peu de place. Donc, quand tu veux faire un BUT en technique de commercialisation ou un DUT en gestion des entreprises et d'administration, tu as, je crois, un taux de sélectivité de l'ordre de 3, 4, 5%. Ce qui est rien. C'est très, très faible. Donc, si tu n'as pas un bon dossier, tu oublies. C'est ça. De toute façon. C'est ça. Ça sert à rien de le mettre dans ses choix. Bah, c'est ça. En tout cas, on peut toujours le mettre. Oui, mais... Mais je trouve que quand même, c'est... Faut être réaliste. Moi, je me dis qu'un BTS fait le job largement, quoi. C'est ça. Et là, en plus, le BTS, on pourra peut-être après en parler, ça t'offre aussi des vœux auxquels on ne pense pas. Tu as les fameux 10 vœux et tu as les 20 sous-vœux. Mais tu as aussi 10 vœux dans les filières professionnelles. Donc ça, c'est 10 vœux supplémentaires pour de l'alternance. Oui, et ça, effectivement, on n'en a pas vraiment conscience. On nous en parle quand on nous présente Parcoursup, mais personne ne pose la question, mais c'est quoi la différence en fait ? C'est pas les mêmes écoles, on ne sait pas. Disons que c'est surtout les BTS qui trustent toutes ces formations-là en alternance, et c'est souvent le privé. Mais le privé, là, ici, n'a pas cette touche parfois, tu sais, qui peut être un petit peu... mal vu. C'est le privé, le payant, le privé versus le public qui sait, le privé qui sait moins. Le privé a simplement investi un terrain qui avait été laissé en déshérence par l'État. Et l'État, aujourd'hui, offre tous les moyens aux entreprises et aux écoles privées que je représente pour faire un travail de qualité identique, voire meilleure que certaines écoles publiques. Et c'est vrai que, quelque part, Orlum, par exemple, c'est privé. Mais nous, les 3 quarts de nos élèves sont en alternance. Donc, quelque part, on rebascule dans le public parce que c'est l'État qui, par le truchement des entreprises, verse les salaires à ses étudiants et paye la scolarité des étudiants en question, enfin de ses salariés et des étudiants. C'est un vrai sujet, l'alternance.
Bah oui, c'est un vrai sujet, mais après, encore une fois, tout le monde est fait pour l'alternance. Il faut avoir quand même beaucoup de maturité. Il faut réussir quand même à jongler entre les études et le job, enfin, et le travail. Il y a plus les 3 mois de vacances scolaires. T'as que 5 semaines de congés payés. Ouais, Donc ouais, bon, c'est dur. ouais, mais c'est tellement génial sur un Mais CV. bien sûr, T'as bien tellement sûr. d'expérience, t'as Mmh. tellement de... Tu confirmes ou tu te dis: «Bah non, finalement, c'est pas pour moi» et C'est tu fais ça, vite pas après 3 ans c'est dans ça. une école de commerce. Exactement. Mmh. Et puis après, tu vois, par exemple, et c'est vrai que je te parle d'Orlum, mais c'est intéressant. Pourquoi à Orlum, on fait la course aux filières? On pourrait dire, enfin, qu'on est fou. On a ouvert 9 filières l'année dernière, on ouvre encore 10 filières cette année. Quand tu as des écoles pour ouvrir une filière, tu as l'impression qu'ils sont en train d'accoucher d'un monde. Et ben la réalité, c'est qu'en fait, on va mettre en place l'année prochaine quelque chose de tout à fait exceptionnel, qu'on a commencé un peu à faire cette année. C'est qu'au bout de 2 mois, si ton BTS en profession mobilière te tanne, t'aimes pas l'environnement, t'aimes pas les agences, t'aimes pas ton patron, t'aimes pas tes copains de classe, c'est pas ton ambiance, tu pourras rebasculer sous 2 mois, 2 mois maximum pour faire ton choix, parce Mmh. qu'après c'est trop tard. Ouais, c'est compliqué. Eh bien, tu pourras rebasculer pourquoi pas dans un BTS notariat, dans un BTS comptabilité et gestion, dans un BTS de C'est vente, génial! MCO. Et ça, c'est cool parce que quand T'as le tu droit es de te en tromper! fac, bah oui, parce que Mmh. quand tu es en fac et tu entres en fac d'économie, t'aimes pas, c'est fini. Tu vas aller où? À part éventuellement dans une boîte privée Mmh. faire un bachelor. Mais ouais. Mais tu vas nulle part. Oui, en général, tu perds ton année, C'est ça. avant de pouvoir, faire autre chose. Et après, tu as le bac plus 4, bah, que tu connais. Oui. Tu as fait les SEC tout comme moi. Et pour le coup, le bac plus 4, c'est un format qui est un peu hybride entre le bac plus 3 et le bac plus 5, qui est un format assez génial selon moi, parce que déjà, c'est 4 ans. Quelque part, 4, 5, il n'y a pas vraiment de grande différence sur le CV. Et pour celles et ceux qui voudraient malgré tout avoir cette espèce de 5e année qui est assez classique, hein, parce que c'est vrai qu'on est plutôt calé sur la réforme LMD, donc il nous faut quand même la licence en 3 ans, le master en 5 ans, ou le doctorat en 8 ans. Et bien là, la 5e année, il y a plein de possibilités. Toi, j'imagine, tu t'es arrêté au bout de Oui. 4 ans. Bon, bah, et en plus, tu as un super poste aujourd'hui, donc voilà, tout va bien, t'es la preuve vivante que c'est canon. Mais imaginons que tu veuilles malgré tout faire une 5e année, bah là, tu as Tu plein de peux. possibilités. Tu peux faire un master spécialisé à l'ESSEC, ou à HEC, ou à l'ESCP, selon que tu veux faire de la finance, selon que tu veux faire de l'agroalimentaire, selon que tu veux faire ce que tu veux. Ou alors, tu peux même faire une 5e année à l'IFM, l'Institut français de la mode, Mmh. pour après bosser, pourquoi pas chez Kering ou chez LVMH. Tu peux faire une 5e année, j'ai vu même des élèves faire une 5e année à la parfumerie, l'école de parfumerie de Grasse, pour travailler dans la parfumerie chez Givaudan, chez Super. Roure, chez, Mmh. enfin, tu vois, toutes ces grandes maisons enfin, de parfumerie, et ils vont être évidemment commerciaux, mais ils vont Mmh. avoir le background parfum, ils vont savoir faire la différence entre un parfum avec de l'oud ou un parfum avec, je sais pas, faire du santal, et donc Ouais. ça leur donne une légitimité lorsqu'ils vont aller voir des clients comme L'Oréal, Unilever ou Procter, pour créer des déodorants ou des parfums. Et c'est vrai que cette 5e année, ça peut être le moment quelque part où on va aller choisir la petite brique en C'est plus, ça, le petit truc en bah, qui plus. fait que derrière, tu es hyper désirable. Mmh. Et tu plus rien à envier à un HEC. Je suis désolé, Exactement. mais moi, j'ai fait ESSEC ou EDEC en bachelor, 4 ans. Derrière, tu fais ta 5e année à Grasse ou à l'IFM. Excuse-moi, mais tu vaux plus qu'un HEC pour bosser chez Kering, LVMH ou chez Givaudan. Enfin, c'est évident. C'est ça. Et donc, faut arrêter de croire que les HEC, ça y est, c'est fini. Ça, c'est l'ancienne époque. Voilà, c'est plus, C'est c'est plus l'ancienne comme ça que époque. ça fonctionne et Absolument. d'où l'importance de savoir où tu veux aller C'est ça. et de pas te dire: «Un BTS te mènera nulle part». C'est vraiment parce que tu as pas fait ce qu'il fallait avant, mais au contraire, ça peut être le moyen de préciser ton projet et de trouver les bonnes filiales, les Mais filières et le bachelor, également, après. Mais le BTS, pour moi, c'est vraiment le casse du siècle Mmh. aujourd'hui. On se rend pas compte, je veux dire. T'es payé en tant que salarié. Ok, tu bosses. Donc, c'est évidemment, c'est pas volé. Bah C'est un oui, salaire il qui faut! est 100 fois mérité. Bon, tu commences à avoir quand même tes tickets resto, ton Navigo. Bon, c'est des avantages qui sont aujourd'hui normaux dans l'entreprise. Il n'y a rien de spécial à offrir ça. Oui, Mais mais c'est quand pour même les sympa. jeunes, Bah, c'est pour tout un jeune, nouveau. il peut. C'est ça. Il Bah oui. a son repas qui est payé quand même tous les jours où il travaille. Derrière, tu vas avoir l'aide au permis, 500 euros. Ouais, c'est pas rien. T'as l'ordinateur qui peut être payé à hauteur de 500 euros. Bon, c'est quand même des choses Oui, qui puis il donnent y en a qui ont envie de changer. je trouve, d'indépendance, d'autonomie, et c'est Mmh. plutôt agréable. Et alors maintenant, tu as le bac plus 5, où là, tu vas effectivement aller directement sur une école à bac plus 5, une école d'ingénieur, une école de commerce, où tu peux y arriver par le biais du bac plus 2, plus 3, qui deviennent des étages pour aller chercher après le master 1, master 2. Avec des concours à chaque fois. C'est ça. Donc, si tu veux, aujourd'hui, la vraie question qui se pose finalement, c'est pourquoi est-ce qu'on choisit des écoles bac plus 5? Parce que, vu ce que je dis là, on pourrait se dire, mais c'est pas une bonne idée. Ça reste une bonne idée quand même, parce que tu vas quand même passer 5 ans avec une promotion. Tu vas créer ton réseau.
Tu vas avoir quand même 5 années qui sont bien rythmées. C'est plutôt bien pensé généralement, hein. Tu as une année à l'étranger, tu as une vie associative extrêmement riche, tu vas avoir des enseignements qui vont te permettre quand même d'avoir une polyvalence un peu subie. C'est-à-dire que quelque part, tu n'as pas le choix. Je veux dire, à un moment donné, T'as tracé. ça y est, tu ne peux pas dire moi je veux être que dans la gestion et le jour où tu veux prendre un poste de manager et on voit que t'es une bille en RH, t'es une bille en logistique, t'es une bille en stratégie, tu peux avoir Ça va être long. le courage de te remettre au travail. Mais toi et moi, on sait qu'on commence à avoir un âge où les neurones, ils sont plus comme il y a 25 ans. C'est ça. Ça nous empêche pas d'être bons, mais quand même, tu vois, c'est pas la même facilité de reprendre des c'est études. sûr. Et c'est vrai que le bac+5 peut avoir cette idée-là d'offrir une polyvalence de tous les instants, parce que c'est quand même ce qu'on attend du manager, qu'il soit capable à son niveau de direction marketing, financière, de parler la même grammaire que ses collègues qui sont au comité de direction, et qu'on ne le fasse pas à l'envers. C'est qu'un directeur marketing qui demande des budgets à un directeur financier, il faut qu'il lui dise c'est bon, tu m'enlèves ta ligne de produits concédés d'avance, tu me la remplaces par un provisionnement. Enfin, il faut à un moment donné qu'il puisse jongler avec lui et jouer avec lui. Et c'est vrai que c'est ce qui est bien dans les parcours longs bac+5, c'est qu'on acquiert une très belle polyvalence qui pourrait ne pas toujours être là quand on fait des parcours par étage. Donc quelque part, il y en a vraiment pour tout le monde. Oui. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, et pour les grandes écoles, il y a quand même un dossier. Et du coup, la transition, pour moi, elle est toute faite. Justement, ce fameux dossier, est-ce qu'il y a des astuces? Est-ce qu'il y a des choses à savoir qu'il faut absolument pas louper? On parle de la lettre de motivation, on parle des activités qu'il faut absolument renseigner. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un dossier mitigé? Bon, déjà, tu as des choses que tu peux maîtriser, des choses que tu subis. Ce que tu subis, c'est ton dossier scolaire. Tu as des notes, tu as des appréciations. Alors même là-dessus, on peut quand même donner un conseil important. Ouais. C'est que moi, j'invite toujours mes étudiants que je rencontre dans le cadre de nos stages intensifs à Orlom à aller essayer de convaincre leurs professeurs de les avoir à la bonne. Ouais. Ça peut être parfois difficile. Mais qu'est-ce qu'on a à perdre concrètement? Rien. À un moment donné, il faut arrêter, je veux dire, faut le se tenter, prendre la en tout tête. cas. C'est très français de croire que j'ai peur que si je lui demande, il va croire que je le manipule, il va croire que tout d'un coup, je suis un bouffon. Enfin, c'est très français, ils ont surtout ça. peur. Il faut y aller. Ouais, il faut y aller. Bonjour monsieur, je sais que voilà, je voulais juste j'ai 2 minutes s'il vous plaît. J'ai fait le choix finalement de faire une école de commerce l'année prochaine, de faire une université de droit ou de médecine. Et à un moment donné, je sais que j'arrive un peu tard, vous allez avoir l'impression que je vous demande une faveur, mais juste voilà, je sais que dans votre matière, j'ai pas toujours été au rendez-vous. Je vais la bosser à fond, j'espère vraiment que j'aurai le temps de rattraper mon retard. Mais juste sachez voilà que je suis à fond parce que j'ai trouvé mon projet, j'ai trouvé ma voie. Juste dire ça. Ouais. Ça laisse une trace dans l'esprit d'un professeur, et tous les profs qui se respectent, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, ils sont gentils, quoi. Oui, Ils sont ont pas là envie, ils pour ont pas envie casser. de casser. Ils se donnent un genre souvent dans les grands lycées parisiens. Mais il y a un moment donné où à la fin de la fin, quand ils voient arriver sur Parcoursup, au moment où il faut mettre une appréciation à son élève, il se souvient de lui qui est venu le voir gentiment, qui a eu le courage de venir le voir et de lui dire aide-moi à avoir mon choix. Et il va mettre une appréciation qui va plutôt être encourageante, qui va pas être saccante, même s'il y a une note qui n'est pas au rendez-vous. Et ça, d'expérience, comme les profs, ils jouent le jeu. Mais ça, c'est une appréciation qu'ils mettent ensuite, c'est pas ce qu'il y a sur les bulletins? En fait, c'est ce qu'il y a sur les bulletins, Ouais. mais tu as une appréciation d'abord du proviseur. Ok. Donc lui aussi, il faut peut-être aller le voir, c'est pas toujours facile évidemment. Non. Mais en tout cas, les professeurs, ils peuvent changer quand même à un moment donné les D'accord. appréciations. Hein. Très bien. Bah, ça, Ouais. c'est un bon truc à savoir. Ouais. Je savais Ils peuvent pas. les modifier à la marche sans aucun problème. Ok. Et ensuite, tu as tout ce que tu vas pouvoir plus ou moins maîtriser. Bon, ça reste un algorithme, Parcoursup. Donc, le plus important, c'est les choix. Ouais. Et donc, peut-être qu'on pourra y revenir. C'est vrai qu'on n'a pas été vraiment au niveau des choix, mais il faut bien composer ses choix. Ça prend du temps de faire la bonne sélection. Mais oui. Parce que c'est quand même ce qui compte le plus. Il faut une sélection, on va dire, de privé, de public, quelque chose où on va pouvoir, à un moment donné, actionner. Quelque part, le privé, on sent bien qu'il offre beaucoup de possibilités. Oui. Parce que quand bien même, par malheur, je n'aurai rien à la fin de Parcoursup, ce qui n'arrive pas, j'aurai toujours des écoles privées qui continuent à recruter en juin et en juillet. Oui. Nous, à Orlom, on a 2 phases de recrutement. On a la phase de ceux qui sont sur Parcoursup, à un moment donné, au démarrage, dès maintenant, qui nous contactent pour faire un BTS, par exemple. Et il y a ceux qui vont rien avoir, entre guillemets, enfin, pas avoir ce qu'ils veulent en tout cas, en juin. Et là, on récupère des cohortes de candidats. Ah oui. En juin, juillet. Bah, nous, le plus gros moment de recrutement à Orlom, c'est en juillet. D'accord. En juillet, il n'y a personne qui part en vacances, je veux dire. Parce que tu as tous ces élèves, si tu veux, qui débarquent Qui ont besoin, et qui n'ont pas eu leur BTS public, qui n'ont pas eu la fac qu'ils voulaient. Et là, je fais quoi? Il reste le privé qui continue à recruter hors Parcoursup. Donc, tu as aussi
un circuit parallèle. Hein. Oui. Tu as le Il faut le hors connaître Parcoursup. aussi. Il faut le connaître parce que c'est rassurant. Mais oui. Et t'as pas que du privé boîte Afrique. Hein. Mm, mm. Tu as du privé comme Orlom où tu payes pas ta scolarité parce que tu es en alternance. Tu as du privé comme PSTB, qui est une bonne école aujourd'hui, qui fait à la fois tech et business, qui recrute hors Parcoursup, qui est une école, certes, qui est payante, mais tu fais un bon prêt. C'est gérable. Oui. Et eux, ils sont pas sur Parcoursup. Je sais pas, tu connais Albert School? Oui. J'en ai entendu parler. C'est difficile d'y rentrer. Mais c'est parallèle. Oui, oui. Et puis bon, c'est difficile, toujours pareil, c'est privé, tu prends le rendez-vous, tu défends ta Oui, cause, c'est ça. tu y vas, tu essayes de négocier le truc, quoi. C'est le moment où Tu faut y négocies aller, pas avec la Sorbonne ou avec Assas. Non, Donc, ça tu ne peux pas. ou Pierre et Marie Curie, tu peux pas. Et c'est vrai que donc les choix, ça va être très important. Après la partie de la lettre, du projet de formation motivé et des centres d'intérêt, pour moi, ce sont que des éléments, ce qu'on appelle de réassurance. Okay. Hein, c'est comme en marketing, hein, c'est le fameux taux de réussite qui va réassurer, la petite vidéo qui fait que derrière, ce sont des vrais gens à qui je parle. Mais ça va pas être ça qui va faire la différence. Ça va être simplement des éléments qui vont pousser un peu la candidature. Et on sait aujourd'hui maintenant qu'il y a des écoles qui lisent, des écoles qui lisent pas, des facs qui lisent, des facs qui... Bah oui. Mais on sait pas qui ni quoi. Mais bon, moi je pense qu'on va finir par y arriver parce que il va quand même y avoir à un moment donné, je pense des parents qui vont se dire mais pourquoi est-ce qu'on fait tout ça si c'est pas lu? La réalité c'est que les écoles de commerce, d'ingénieurs le lisent parce qu'on les paye. Hein, il y a les frais de candidature. D'ailleurs, je sais pas si tu sais, mais sur Parcoursup tu vas avoir des concours. Et sur la partie des concours, tu vas pouvoir payer les frais de candidature directement sur Parcoursup. Ah non, je savais pas. Et moi, je crois que ce projet de formation motivé a plus un intérêt pour bien faire réfléchir l'étudiant et ses parents sur le projet professionnel, justement, pour après faire des bons choix. Pour moi, c'est plus un outil qui est mis à disposition des parents et des étudiants pour les obliger, c'est comme un peu une injonction de réfléchir à ton projet à un moment donné. Et ce faisant, les choix seront mieux faits. Et si les choix sont bien faits, il y a quand même des chances d'avoir à la fin ce qu'on souhaite. Donc aujourd'hui, t'as pas tant de façon d'influencer les choses. Sinon, en allant voir les professeurs, encore une fois, c'est important. En bossant bien quand même sa terminale aussi, c'est mieux. C'est encore ce qu'il y a de mieux à faire. Et puis après, je crois que le projet de formation motivé, tu sens bien que ça va être fait par ChatGPT par tous les élèves aujourd'hui. Tu sens bien qu'ils vont écrire « Je postule pour Assas, je veux faire du droit, puis faire un Master 2, pourquoi pas, en, je sais pas, moi, communication, de je ne sais quoi. » Et il va nous pondre l'aide de motivation en 2 secondes. On va pouvoir un peu à la marge. Bah oui. Et je pense qu'aujourd'hui, avec un joli prompt, tu vas pouvoir dire « J'aime le tennis, j'aime la voile, je suis curieux et sympathique, j'ai fait un stage chez papa là-bas et je veux faire Assas. » de motivation. Je ne vais pas t'attester, mais c'est magnifique. Ah oui, c'est parfait. C'est parfait. Mais donc, ils devraient l'enlever, en fait, parce qu'ils savent très bien que tout le monde va le faire. Mais en vérité, oui et non. Parce que quelque part, le prompt que tu fais à ChatGPT t'engage à donner une voix. Oui, t'as réfléchi quand même. À te dire vers quel Master 2 je veux aller, vers quel Master 1 je veux aller, vers quel secteur, quelle type d'entreprise. Donc, ça t'oblige à avoir cette réflexion. Et moi, j'avais eu le plaisir de faire une conférence dans un salon étudiant avec le monsieur qui a créé Parcoursup. Et il nous disait justement que tous ces éléments sont là pour favoriser, pour nourrir la réflexion, en fait. Principalement. C'est l'objectif numéro 1. Alors que tout le monde le voit comme un truc à faire en plus. Et chiant. Mais que tu vas pouvoir faire avec ChatGPT, que tu corrigeras 2-3 mots derrière. Et puis, surtout, encore une fois, c'est bien réfléchir à son projet. La base de tout. Bah c'est ça. Et donc, si on revient à ça, parce que quelque part, on aurait pu imaginer que c'est le début de notre conversation, mais ça peut être aussi la fin. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, si on prend le cas du sport, enfin le secteur du sport qui, moi, me plaît, parce que souvent, on le réduit ou bien aux équipementiers sportifs, hein, les Nike, les Reebok et les Puma, ou que l'on réduit parfois à la pratique elle-même, ça veut dire, je sais pas moi, agent de sportif. En fait, on se rend compte que c'est un monde, c'est un univers qui fait que quand on aime le sport, d'abord on a plein de raisons de l'aimer et de plein de façons. On peut l'aimer parce qu'on aime le Parc des Princes, on aime Roland-Garros, on aime le stade Vélodrome, enfin à Marseille, et qu'on aime ces lieux qui sont des lieux en plus qui offrent tellement de possibilités de business. Je sais pas si tu sais, mais le Stade de France, ils ont une équipe qui font des enquêtes et des études marketing parce que ils ont des spectacles toute l'année, ils ont des opéras, ils ont des concerts, ils ont des grands-messes et à un moment donné, événements. Et des événements. Et donc, tu as un service marketing, enquête, tu as un service de sécurité. Enfin, c'est passionnant. Quand tu es manager de ça et quand tu arrives à un poste de direction là-bas, c'est passionnant.
Mais tu as aussi les boissons, tu sais, tous les compléments Mmh. pour le sport. Donc ceux Ouais, qui ouais. aiment le sport avec un spectre un peu de santé, ben ils ont plein de possibilités. Tu as le sport aussi des kinés, tu as le sport, tu sais, le sport bon, les équipementiers, on en a parlé, des Ouais. distributeurs, Mmh. les Go Sport, les Decathlon. Oui, tu tires le fil, il y a 1000 métiers Tu possibles. t'arrêtes jamais. On est Donc d'accord. déjà, je pense que s'engager dans un secteur qu'on n'a pas de vocation d'être avocat, Mmh. d'être cinéaste, d'être médecin, eh bien, tu as le secteur qui peut quand même t'offrir beaucoup de possibilités et beaucoup de respiration parce que tu as toutes ces possibilités qui s'offrent à toi. Et on a pris le sport, mais c'est pareil pour le luxe, Mais c'est c'est pareil pareil pour pour la tout. cosmétique. Ouais. C'est, une autre façon de voir les C'est choses. ça. Il faut pas juste se dire: «Je veux faire une école de commerce parce que c'est bien de faire une école de commerce». Bah, c'est Parce ça. qu'il y en a beaucoup qui pensent que ça. Absolument. Et par exemple, tu vois, si on comprend maintenant ça, eh ben, dès lors que tu veux travailler, par exemple, je sais pas moi, je sais pas, on va prendre le cas de Gatorade, par Mmh. exemple, dans les boissons Ouais. énergisantes, sportives, eh ben, on peut imaginer quelque part que tu commences pourquoi pas par un BTS dans la vente, et derrière, tu vas peut-être faire une licence professionnelle dans les métiers du sport. Et là, bah, c'est terminé, quoi, Mmh. tu as le mix parfait. Tu es un vendeur, tu as une licence pro dans le management des métiers du Mmh. sport. Et là, tu peux aller où tu veux. Tout est Oui, possible. c'est ça, tout est possible. Je crois que c'est vraiment ce qu'il faut comprendre et c'est ce que j'ai compris vraiment la semaine dernière quand tu l'expliquais et c'est ça que je voulais faire passer comme message aux parents qui angoissent et moi, la première, sur la suite. En fait, rien n'est figé, mais il faut déjà que, l'ado, il se prenne en main et il réfléchisse vraiment à ce qu'il veut faire et pas juste, comme je le disais tout à l'heure: «Je veux faire une école de commerce». So what? C'est ça. Ça ne suffit pas. Et Non. si tu l'as pas, parce que moi, ce que j'avais entendu dire aussi, c'était qu'il fallait choisir une filière pas du tout sélective au cas où, et après des choses qui correspondent plus au projet si on en a un. Mais en fait, ça va beaucoup plus loin que ça, et on peut pas s'arrêter à ça parce que c'est la meilleure façon d'être déçu au final. Bah, c'est ça. Donc, mais là, on sait que Mais tout après, est possible. enfin, le BTS, malheureusement, c'est extrêmement sélectif dans le public aujourd'hui. Je veux dire, tu vas avoir, je crois que c'est les taux les plus faibles. C'est plus facile d'entrer en prépa HEC que de rentrer en BTS. Enfin, je veux Ce dire, qui n'est pas logique. ce qui est dingue. Donc après, bon, t'as le privé. Donc Oui. n'oubliez pas les Mais fameux oui, c'est vœux ça. Il faut. professionnels à un moment Mm, mm. donné. Et je crois enfin qu'aujourd'hui, par exemple, pour être ingénieur, ok, je peux faire une fac de maths, une fac de physique, Mhm, je peux faire une école d'ingénieur post-bac, mhm. je peux faire aussi, pourquoi pas un BTS en informatique ou en cybersécurité, et j'excelle là-dedans. Puis après, je reprends une licence, pourquoi pas à Epita ou Epitech. Enfin, je veux dire, il y a Ouais, tellement ouais, de il y a tellement de possibilités. possibilités. Ouais. On n'a pas parlé d'étrangers aussi, enfin, c'est encore, Ça, c'est encore autre c'est chose. encore autre chose. Genre, essayer de se concentrer sur notre territoire. Tu vois, si on résume de façon pragmatique, Oui. il faut déjà exploiter tous les vœux. Oui. Tous les vœux. Parce que il Et est les hors de sous-vœux. question, et les sous-vœux, il est hors de question de laisser 2-3 vœux vacants. Hors de question. Alors, il y en a qui me disent, oui, le droit, le droit. Le droit, ça va vite. Non, ça va pas vite. Le droit, il y a les universités. Mhm. Donc, bien sûr qu'on va cocher, si on est parisien, Assas, Nanterre, Sorbonne, pourquoi pas Malakoff, Saint-Denis. Donc, on peut dire que ça va vite, Ça hein. va vite, ouais. Après, est-ce que je vais non plus aller m'exiler je ne sais où dans le 77, j'en sais rien, mais ok, C'est je loin. m'arrête à 5. Et là, je fais quoi maintenant? Parce que c'est ça que j'ai d'abord les 5 facs, là. Et j'ai pas de garantie, hein. Bah non. Du tout, hein. Donc là, on fait quoi? Et c'est là qu'il faut commencer un petit peu à se demander, mais je vais faire du droit pourquoi, moi, en fait? Pour faire juge, plutôt? Pour faire avocat? Alors, bien sûr, ça peut paraître un peu tôt. Parce qu'on imagine le droit comme une grande matière. Mais le droit, ça reste qu'un moyen, encore une fois. À Mhm. part si on veut être prof de droit. Et donc, c'est là, il faut faire la fac et rien lâcher. Mais sinon, si c'est du droit, pourquoi pas dans le sport? Bah, commence par des études dans le sport. Du droit dans la communication. Je veux protéger toutes les boîtes de communication, conseiller des grands groupes comme L'Oréal dans leur façon de mettre leurs petits astérisques à la fin de leur pub pour savoir s'il faut mettre les ingrédients ou pas les ingrédients. Est-ce que c'est du droit à la publicité, du droit pénal? C'est du pénal. Bon, la fac, ça Mhm. reste quand même, il n'y a pas trop le choix. Ouais. Mais si c'est du droit en communication, fais un BTS com. Et demain, bats-toi pour entrer dans une licence où il y a du droit. Puis reprends même des équivalences. Je veux dire, il y a plein de façons. Il y a tellement de BTS aujourd'hui, je crois, qui te permettent de squeezer la première année de fac, finalement. Mhm. Tu sais, par exemple, tu as le diplôme de comptabilité générale, le DCG, qui est un diplôme qui C'est pas s'obtient en rêver. 3 ans pour être expert Oh. comptable après. Eh bien, le BTS compta-gestion Mhm. te permet de squeezer la première année du DCG, C'est qui bon, est ça. super dur à avoir. Le En DCG, plus. c'est un peu l'équivalent du BUT, tu vois, Ok. en compta. Donc, qu'est-ce que tu fais quand t'es pas admis en DCG? Tu fais ton BTS CG et tu vas ensuite récupérer le DCG
en squeezant la première année du DCG. Et ça, c'est facile? Quand tu es un bon élève, ça va. Oui, après, quand on est motivé, on travaille. Ça va. En fait, c'est facile. Il faut quand même que tu veuilles faire tes épreuves au BTS. Oui, bien sûr. Tu fais les épreuves au BTS, tu as gagné une année. Donc, tu vas avoir plein de petites surprises comme ça qui vont apparaître. Non, mais Enfin, en France, on est vraiment garnis, quoi. Ouais. Franchement, on est entre max. le public et le privé, il y a de quoi faire. Non, mais on est max. T'as Mhm. tellement de possibilités. Ça veut dire que même, tu pensais plus faire de droit. Bah non. Ton BTS Com te permet certainement d'avoir des équivalences en droit. Et tu reprends dans le public ou dans le privé des études de droit. Et après tu fonces, quoi. Je veux dire, t'avances. Si on parle de ceux qui se préparent à passer des concours pour intégrer notamment les écoles de commerce et autres, comment ils se préparent? Bon, déjà, ils viennent à Orlum. Ils viennent à Orlum parce qu'on a commencé, figure-toi, en 2009 avec 6 élèves. Ah oui. Pour le concours Sésame Access, qui étaient les petits frères de ceux qui faisaient du Taj-Maj pour entrer à HEC ou à l'ESSEC en émission parallèle. Et aujourd'hui, on a plus de 1200 étudiants qui sont en Sésame Access, donc c'est-à-dire le chemin parcouru. On en est très fiers parce qu'on a fait un très joli travail. On a la chance d'avoir des professeurs qui sont vraiment de très bons connaisseurs des épreuves. Alors, ça s'est fait avec le temps, parce que je te cache pas qu'au départ, on n'était pas forcément les meilleurs. D'ailleurs, personne n'était les meilleurs. Mais parce quand que... tu démarres, c'est normal. Mais c'est pas que ça, c'est qu'en fait, tu vas des épreuves qui ne sont pas enseignées. Mais C'est-à-dire oui, c'est ça. personne n'enseigne aux profs comment enseigner la synthèse. Mhm. Surtout que ces Sésame Access, pour ne pas les citer, généralement sont plutôt avares en modalité, comment les épreuves sont notées. Enfin, ils donnent pas trop de conseils, tu vois, là-dessus. Et donc, nos professeurs, quelque part, ils ont appris de façon très pragmatique comment faire une super copie de synthèse. Parce que ça fait 12 ans qu'ils enseignent à Orlum, quand c'est pas 15 ans. Et ils ont pu voir, ceux qui avaient 20, c'est parce qu'ils faisaient telle synthèse. Ceux qui avaient 0, c'est parce qu'ils faisaient telle synthèse. Et donc, on a appris comme ça, vraiment par expérience, par itération. On a appris à enseigner les meilleures méthodes en synthèse, en logique et mathématiques, pour les entretiens de motivation également. On a une très très grande expérience sur le sujet. Et nous, nos stages, voilà, ils sont non seulement des moments où on va acquérir de la méthode, des astuces, beaucoup de notions aussi qui sont très importantes. Savoir, est-ce que je mets petit 1, petit 2 dans ma synthèse pour annoncer mon plan? Est-ce qu'en logique mathématique, il vaut mieux se concentrer sur telle ou telle partie du programme? Bon, ça, c'est des choses que nous, on enseigne. Mais indépendamment de ça, quand tu viens en prépa à Orlum, tu commences à découvrir des élèves, des copains qui viennent de partout. D'abord, c'est l'occasion d'avoir de nouveaux copains. Ouais, C'est pas souvent mal. très sympa. L'occasion aussi de voir qu'on n'est pas seul face à l'adversité et que quelque part, on est une équipe. On va se battre contre d'autres équipes qui sont dans d'autres prépas ou qui sont pas dans des prépas. Et il y a souvent des amitiés qui se créent durant ces stages et ils restent en contact. Et ils s'échangent les WhatsApp, les mails. Ils sont puis en concurrence quand même. Pas entre eux. Mmh. Ça, c'est quand tu fais une prépa, t'apprends ça. Moi, j'ai fait en prépa, notre prof nous dit toujours, vous, il n'y a pas de compétition entre vous. La compétition, c'est vous et le Les reste autres. du monde, quoi. Et concrètement, non, nous, on s'entraînait tout le temps. On était tout le temps à la bibliothèque ensemble, on travaillait le soir ensemble, on dormait chez les uns et les autres. Et c'est ce que font nos élèves à Orlum. Il y a une espèce de... Bien sûr, t'arrives dans un moment où on se regarde tous en chien de faïence, et lui, lui, il a l'air fort, et lui répond toujours aux questions que le profil pose. Donc lui, c'est un peu le killer de la bande. Mmh. Mais au final, tu entres dans une ambiance très particulière qui fait que tu te motives pour tes concours. Et nous, les meilleurs compliments qu'on peut nous faire après un stage, c'est quand les parents nous disent, franchement, grâce à votre stage, ma fille, mon fils, il est revenu motivé. Ça a même eu un effet bénéfique sur la terminale. Parce qu'il y a un objectif, il y a une envie de réussir, de faire plaisir à un professeur, de faire plaisir à ses copains avec qui on travaille, et se faire plaisir à soi-même, bien sûr. Parce que c'est une année où on a des choses à montrer, des preuves à faire. Et donc, Orlum, c'est pas juste... souvent, c'est réducteur, on a l'impression que c'est juste, OK, on enseigne, merci, au revoir. Mais non, c'est pas que ça. Et puis, t'as tout le suivi aussi qu'on fait avant, qu'on fait après. T'as un intranet. C'est pas que la semaine. T'as les ouvrages qu'on leur donne aussi, parce qu'on a la chance d'avoir les professeurs qui écrivent les ouvrages best-sellers du marché. Enfin, la Bible du concours Sésame, la Bible du concours Access, les fiches à concours pour les ingénieurs. C'est autant d'ouvrages, si tu veux, qui sont écrits par nos professeurs et qui sont numéro 1 sur le marché, c'est pas pour rien. Et en plus, tu penses bien que comme ils sont numéro 1, on imagine que tout le monde les achète. Donc, qu'est-ce qu'on va apporter de plus à nos élèves pour qu'ils soient meilleurs et qu'ils aient toujours cette espèce de step en plus par rapport aux autres? Ça nous oblige à refaire des polis de fou à chaque fois. Ça nous oblige à inventer de nouvelles questions et à nous réinventer. Parce que je peux te dire qu'à la concurrence, ils prennent les bouquins, ils les photocopient et ils enseignent. J'ai vu ça. Hein. J'ai vu des prépas qui photocopient mes bouquins et qui enseignent ça. C'est du délire, tu vois.
Quand on est bon, on est copié. Hein. Et donc c'est un peu l'idée, voilà. Mmh. Donc il y a ça effectivement. Et bon, et je pense que c'est fonctionne. Et c'est prépa, oui, ça fonctionne. Ça fonctionne parce que on est. Tu sais, c'est un investissement, hein, c'est quand même des stages qui coûtent cher, hein, je veux dire, et un peu malgré nous, hein, le marché a un peu abusé, je trouve, oui. On est d'accord, hein. Bah oui. C'est quand même des stages qui coûtent 1 300 € la semaine, t'as des concurrents qui sont à des prix exorbitants, ils annoncent des 2 000 €, enfin je sais pas comment est-ce qu'on peut imaginer des prix comme ça. Alors nous, ça nous a obligés quelque part aussi à apporter plus de services, tu vois, on offre des livres, on fait des journées de préparation aux oraux gratuites supplémentaires. Bon, il y a des concurrents qui sont là, ils serrent la vie, je sais pas pourquoi ils font ça, tant pis pour eux. D'ailleurs, c'est pas pour ça, peut-être pas pour rien qu'on est numéro 1 quelque part, hein. C'est qu'on fait des choses de façon honnête et intelligente. Mais bon, de toi à moi, c'est un investissement, mais qui est tellement rentabilisé. T'imagines, entre une école classée première, deuxième, troisième, une école classée septième, si ces 1 300 € te permettent d'avoir les meilleures écoles, derrière tu le retrouves en salaire, tu le retrouves en... Bien sûr. C'est un investissement. C'est un investissement qui, comparé en plus au coût des écoles payantes, tu vas devoir passer à la caisse si tes enfants ils font une école de commerce. On parle de scolarités qui sont à minima à 10 000 € par an, sans compter que quand ils vont à Nice ou à Bordeaux, plus 15, c'est ça, tu rajoutes le logement, maman je veux rentrer ce week-end, tu m'as manqué. Non, tu restes là-bas. Exactement. Et là, pour le coup, tu te retrouves à des budgets qui vont atteindre des 15 000 € par an. En fait, donc, franchement, faut pas faire de prépa, faut faire un truc qui coûte rien. Non, mais c'est ça, tu vois. Et puis en plus, ces écoles, elles sont de mauvaise foi. Tu as des écoles, si tu veux, qui vont ou des concours qui vont à un moment donné avoir du mal à annoncer leur prix. Enfin, il n'y a rien de mal, je veux dire, c'est normal, je veux dire. Et avec ça, tu sais que quand tu payes 12 000 €, ne crois pas. Mais l'école, en vérité, ça lui coûte 13 ou 14 ou 15. Ils vont demander des aides à droite, à gauche. Ah bah bien sûr. Leur budget est pas facile, hein, je veux dire. Oui, mais pour les parents... et pour les parents, c'est beaucoup d'argent. C'est encore autre chose. Mais ça reste un investissement. Oui. Et bon, et aujourd'hui, tu as quand même beaucoup de bourses quand tu as des difficultés. Tu as des prêts bancaires qui sont vraiment très faciles à avoir. En plus, que tu rembourses uniquement quand tu commences à travailler. Et puis après, souviens-toi, l'alternance. C'est-à-dire que tu peux ne pas payer ta scolarité, jamais. Mais c'est ce que moi, j'ai des élèves qui font leur BTS chez moi, qui derrière font une licence pro en alternance, un master 1 dans une école de commerce en alternance. Ils ne payent jamais 1 € de scolarité. Mais ils ont tout compris. Non, oui, mais quelque part, quand on peut se le permettre, tant mieux. Si tu as de quoi payer ta scolarité, épargne à tes enfants de devoir bosser tous les jours aussi, de choisir leur stage comme ils veulent, d'avoir leurs 2 mois de vacances, c'est aussi un luxe. Ah bah c'est clair. Donc il y a plein de possibilités. Et je crois qu'il n'y a pas de règles écrites, il n'y a rien de gravé dans le marbre. Je pense que c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Tout est possible et il y en a pour absolument tous les goûts. Et toutes les bourses. Et si vraiment l'argent est un sujet, on peut faire de très belles études en alternance dès la sortie du lycée. Absolument, on peut le contourner sans aucun problème. Bon, le mot de la fin, ce serait quoi pour toi ? Déjà merci, parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec toi. Et le mot de la fin, c'est qu'il y aura toujours une réponse positive sur Parcoursup. Arrêtez de croire qu'il y aura 0 réponse. C'est important. Il y aura toujours une réponse, et puis franchement, ils se sont engagés aussi à récupérer les cas difficiles. Il y a une écoute vers juin, juillet, il y a même des lignes pour les quelques qui n'auraient pas. Donc c'est te dire que s'ils mettent des lignes téléphoniques disponibles pour répondre à des questions, c'est qu'on les compte en dizaines, en petites centaines. Enfin, on parle pas de milliers de cas. Hein. Il y a une volonté de ne pas les laisser non, vraiment pas. sur le côté. Et le mot de la fin, c'est qu'il faut mesurer la chance qu'on a d'être en France. Hein, n'oublions pas à un moment donné, hein, parce qu'on a l'impression que tout est morose. Mais franchement, non, quoi. En termes d'éducation, je trouve ça fabuleux ce qui se passe en France aujourd'hui dans le supérieur. On peut toujours être focalisé sur les débats politiques qui sont des petits débats, selon moi, à la noix. Mais dans les faits, tu as quand même aujourd'hui des possibilités dans le supérieur qui sont exceptionnelles. Tu as des bourses incroyables, tu as des aides, tu peux vraiment, vraiment t'en sortir. Il faut juste se pencher sur le sujet et vraiment l'étudier. Pas juste choisir 10 vœux sans réfléchir. Absolument. Merci beaucoup, Franck. Avec plaisir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si l'épisode vous a plu, dites-le moi sur Apple Podcasts, Spotify ou encore sur Instagram en me taguant à familleetvoyage_blog. Et n'hésitez pas à le partager à d'autres parents en quête d'inspiration pour leurs prochaines vacances.
Comme d'habitude, toutes les notes de l'épisode sont sur le blog familleetvoyage.com. Si vous cherchez un autre épisode à écouter, plus de 100 épisodes entre conversations, top 5, galère ton voyage et mes reportages sont disponibles gratuitement sur le blog ou en vous abonnant sur la plateforme d'écoute que vous utilisez en ce moment. À bientôt pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.